Donc, il est 20h30. On va commencer. Hop, je prends mes notes. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Taillefer. Je suis présidente de l'AKINA. Donc, l'AKINA, c'est l'association des kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine. Une toute jeune association qui a vu le jour cette année. Alors, moi, je suis kiné en libéral près de Bordeaux. Et je suis aussi secrétaire d'une société savante qui s'appelle OMT France. Donc, toutes mes excuses si ma langue fourche à un moment donné. Mais là, on est ici pour l'AKINA. Donc, on est vraiment très content d'être là avec vous. On a essayé de vous préparer un bon petit programme. Donc, ça va être une suite de 4 événements, 3 en ligne et 1 en présentiel. Donc, présentiel, ça sera probablement sur Bordeaux. Voilà, sur le thème de la douleur, on va essayer de suivre vraiment un... Au début, on voulait faire avec le parcours d'un patient type, quelqu'un qui se fait mal au dos, par exemple. Donc, Clément va commencer à vous parler un petit peu de ce patient qu'on voit tous les jours en cabinet en libéral. Et donc, on va parler des mécanismes de la douleur aujourd'hui, un petit peu de théorie aussi avec le professeur Marc Landry, je vous présenterai. Et ensuite, on continuera avec les prochaines conférences sur la prise en charge, le traitement en kiné et aussi en pluridisciplinaire. Donc, on aura des intervenants d'autres professions. Donc, on vous laisse un peu la surprise, mais ça va être pas mal. Voilà, donc je vous présente Clément Billereau et le professeur Marc Landry. Donc, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment super. Alors, Clément est kiné en libéral sur Bordeaux, entre autres. Donc, il travaille mi-temps, puis il a plein d'autres activités dont il vous présentera pendant sa présentation. Et on a aussi le professeur Marc Landry, donc, qui a plusieurs casquettes, je pense. Il va se présenter. Il est enseignant-chercheur. On a la chance d'avoir un grand pôle de neurosciences sur Bordeaux. Et c'est vrai que comme les neurosciences sont quand même se développent pas mal dans notre profession, enfin, on essaie d'intégrer ces connaissances dans notre pratique. Ça nous semblait super intéressant d'avoir ce partage de connaissances. Voilà, mais je pense que vous allez vous présenter un petit peu plus précisément que je ne le fais. Voilà, donc alors là, pour la session, je vais vous partager mon écran. Hop. Je vais juste... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Je vais me remettre sur la première page. Tac. Hop. Partager l'écran. On va se mettre là. Donc, normalement, vous allez voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Clément, vous me faites un pouce si vous voyez mon écran ou pas? Ouais, c'est bon? Donc, je ne suis pas sûre, je voudrais juste pouvoir... Hop, excusez-moi. C'est une première pour moi aussi d'animer une réunion. Hop là. Je vais juste me mettre... Donc, alors, je vais vous mettre... hop là, je voudrais mettre le truc là-haut. Voilà, donc le déroulé de la séance. Donc on a essayé de démarrer assez à l'heure. On va commencer par une présentation de l'association quand même, parce que on vient juste de se lancer, donc vous parlez un petit peu de nous, l'équipe, tout ça. Ensuite, vers 20h45 à peu près, c'est Clément Billereau qui va commencer avec son intervention sur peut-on mettre la douleur dans une case, voilà, entre les douleurs nociceptives, neuropathiques et nociplastiques. Voilà, elle va nous parler de tout ça. Et ensuite, on va continuer avec le professeur Marc Landry, donc à 21h15, avec sa présentation « La douleur amie ou ennemie ». Donc là aussi, il a pas mal de choses à nous dire. Ensuite, on continuera avec des questions-réponses issues du chat. Donc, pendant les conférences, vous pouvez écrire vos questions dans le chat de Facebook. Et donc, on a nos 2 modérateurs qui prendront vos questions et on les
on les posera en fin de session, à peu près vers 21h45. Donc, ça devrait se finir à peu près vers 22h, 22h10, pour pas que vous soyez trop fatigués demain et que vous ayez envie de revenir à notre prochaine conférence. Donc, je vais juste vous présenter rapidement l'association. Donc, l'AKINA, l'AKINA, c'est une association qui s'est créée l'année dernière pendant le confinement. Elle a commencé à germer. Un groupe de kinés vraiment de tous bords qui se sont un petit peu rassemblés, bon, virtuellement, mais pour parler d'un projet associatif qui viserait à créer une association régionale qui n'existait pas jusqu'alors en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a vraiment des kinés, des libéraux. Donc là, on a beaucoup de libéraux dans l'équipe vraiment de l'organisation. Mais dans le projet associatif, il y avait aussi des universitaires, il y a des kinés salariés. Vraiment, on voudrait rassembler le plus possible des gens qui sont impliqués dans le syndicat, des gens qui sont impliqués dans les sociétés savantes, des kinés de terrain qui n'ont pas forcément de profil particulier. Et on voudrait que ça soit à peu près tous les domaines, que ce ne soit pas uniquement le musculo-squelettique, ce qu'on voit beaucoup, la traumatologie ou la kiné du sport qu'on voit beaucoup en libéral, mais aussi la kiné-respi, la neurologie, la pédiatrie, un petit peu de tout. Voilà, donc c'est une belle idée. On essaie de faire au mieux. Donc, il y a une équipe un petit peu plus dans l'organisation qui se dégage. Le bureau, moi, je suis la présidente. Nous avons Nicolas Rohr qui travaille autour de Bordeaux aussi et qui est secrétaire de l'association. Étienne Soulet aussi travaille près de Bordeaux, donc vers Libourne, et qui est le trésorier. Et ensuite, il y a un bureau et après, il y a d'autres personnes qui font partie des commissions. On n'a pas encore défini toutes les commissions, mais on a Geoffrey Delas qui travaille aussi vers Bordeaux. On a beaucoup de Bordelais pour l'instant, mais on espère que ça va s'élargir. Jérôme Ostalier, donc aussi qui travaille autour de Bordeaux, qui est aussi impliqué comme Geoffrey dans la formation continue. Jean Dechaillet qui travaille aussi près de Bordeaux, qui lui souhaite pas mal occuper de la communication, donc on peut remercier aussi pour ça, pour cette première conférence. Alors, on a Sébastien Guiano qui lui travaille à Bayonne, donc lui nous a aussi bien aidé pour cette première session. Je pense que vous le connaissez des fois si vous traînez sur le réseau des kinés. Il fait partie des gens qui gèrent un petit peu le réseau. Et Augustin Brandicourt, des kinés de ma génération le connaissent bien pour des événements festifs il y a une dizaine d'années. Mais maintenant, c'est un kiné qui travaille autour de Bordeaux aussi, qui se forme et qui veut partager ses connaissances. Voilà. Donc, je peux vous présenter nos premiers partenaires. Donc, on est partenaire avec Indy et Cobus. Cobus qui nous a gentiment aidé un petit peu en avance pour mettre en place tout ça. Vous verrez d'ailleurs peut-être l'interface avec dans la présentation de Clément qui a utilisé un petit peu le fond un bilan type de Cobus pour le recueil des données pour un cas clinique. Et voilà. Et ensuite, je voulais vous présenter aussi Mademoiselle Mouche, c'est la personne qui nous a fait la charte graphique et le logo de l'association. Donc voilà, vous avez ces coordonnées-là. Ensuite, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Si on voulait juste vous dire que c'est vrai que l'association, là, on fait des conférences en ligne pour un petit peu de la visibilité, pour avoir un petit peu se faire connaître. Après, on voudrait rapidement pouvoir faire des événements en présentiel pour favoriser les échanges, parce que le but de l'association, ça serait de surtout, alors il y aurait plusieurs buts, rapporter des connaissances, partager des connaissances entre les membres, que les membres de l'association. Donc, si vous adhérez à l'association ou pas, si vous adhérez pas, venir partager vos connaissances que vous avez vues dans les congrès au niveau national, au niveau international, si vous avez des choses à dire, voilà, sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan de l'exercice. Au niveau de l'exercice de la profession, on voudrait que ça pourrait être
un lieu d'échange entre les kinés de différents profils, comme on disait, ceux qui sont plus impliqués dans le syndicalisme ou dans les sociétés savantes ou dans les kinés de terrain, faire discuter tous ces gens-là ensemble et parler voilà, de sujets à la mode ou pas à la mode, l'accès direct, des choses comme ça. Voilà, vraiment être un espace de discussion. En virtuel, c'est plus difficile. En présentiel, on verra si ça marche bien. On pourra faire des antennes. On verra bien comment ça marche. Voilà, l'idée, c'était de décloisonner aussi sur le plan professionnel, s'ouvrir à d'autres professions, savoir comment les autres professions travaillent, quelles sont leurs compétences, parce qu'on n'est pas toujours finalement au courant. On peut être rapidement dans notre routine. Autant en libéral qu'en salarié, on peut vraiment rester assez cloisonné. Donc, savoir ce que les autres professionnels de santé ou non proposent, ça peut être toujours intéressant. Donc, c'est pour ça que là, pour ce thème-là, ben, c'est assez transversal. On a pu faire intervenir des professionnels de différents secteurs et pas que médicaux, hein, comme le professeur Marc-André, qui n'est pas une profession de santé. Et voilà, donc on voudrait vraiment essayer de décloisonner. C'est très large, c'est un peu peut-être utopique, mais c'est notre projet associatif et donc on serait ravis que vous nous rejoigniez. Vous avez là le lien pour adhérer à l'association. Donc la cotisation est symboliquement à 16,13 €. J'espère qu'elle pourrait évoluer. Voilà, sur le lien Hello Asso, ça nous aide grandement à organiser des événements physiques. Et puis, si vous voulez faire partie de l'équipe, vous pouvez envoyer un mail à secrétaire-asso-akina.fr, où vous serez en contact avec Nicolas, le secrétaire. Voilà, si vous voulez donner une main à pâte. Je sais que ça fait toujours peur de se lancer dans l'associatif, mais finalement, tout le monde peut trouver une petite tâche à faire et c'est super enrichissant sur le plan humain. Enfin, moi, ça fait presque une dizaine d'années que je suis dans l'associatif, je ne m'en lasse pas. Ça devient presque une passion. Voilà. Vous pouvez toujours nous suivre aussi sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à vous manifester, à nous parler, nous suggérer des choses. On est super ouverts et voilà. Et donc, je vais laisser enfin la parole à 44, je suis pas mal, à Clément qui va pouvoir commencer sa présentation. Est-ce que tu es prêt, Clément? Je vais enlever super. le partage. Alors, hop, j'arrête mon partage. Je devrais pouvoir lancer le mien. Et normalement, j'ai fait en sorte que tu puisses lancer le tien. Voilà. C'est bon. Il n'y a plus qu'à le mettre. Voilà. C'est bon, ça marche. Super. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Merci à l'asso Akina. Merci beaucoup pour cette invitation pour ce tout premier webinaire. Je vais suivre de très près l'actualité de l'asso parce que vous avez l'air d'avoir un joli programme et plein de motivation. Donc, voilà, je pense que ça peut valoir vraiment le coup de soutenir ce type d'initiative. En tout cas, c'est un beau projet et j'espère que vous allez bien faire et faire tout ce que vous avez envie de faire parce que c'est vraiment super. Pour ma présentation ce soir, je vais vous parler rapidement de mon cursus en master. C'est là que j'ai rencontré pour ma part Marc Landry, que vous verrez ensuite. On est en train de finir l'écriture d'un papier dans le cadre de mon master 2. On va parler un petit peu de ça. Ça parle de radiculopathie. Et dans une seconde partie, comme Sophie vous l'a introduit, on va parler d'un cas clinique. On va parler de Bob, un patient de tous les jours, et puis voir un petit peu comment est-ce qu'on peut trier et débunker un petit peu le côté douleur. Alors, pour revenir sur mon parcours, moi, je suis diplômé de l'école de Poitiers en 2015. Après le diplôme, comme beaucoup ici, j'ai vu un petit peu la liste des participants. J'ai suivi des formations en musculo-squelettique et puis en communication, pas mal. Et je me suis formé en MDT, en McKenzie. J'ai eu ma certification en 2017 et j'ai commencé à travailler pour l'asso française McKenzie, l'asso francophone McKenzie, la FMCK, aux environs de 2017. Et pour l'Institut français McKenzie, j'étais sur les réseaux sociaux déjà à l'époque. Et je suis toujours assistant formateur plusieurs fois par an. Donc, on a pu se croiser, j'ai pu en croiser certains d'entre vous en formation.
Dans ma pratique quotidienne, le MDT, c'est quelque chose que j'utilise pour le bilan, pour le screening, pour la classification, et puis lorsque c'est approprié, ben, pour le traitement aussi. Et ça m'aide pas mal dans ce triage un petit peu des douleurs. Ensuite, à partir de 2018, j'ai commencé à bosser avec l'agence EBP. Là encore, beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, c'est un organisme de formation pour les professionnels. Donc, moi, je bosse principalement sur les e-learning. Je fais tout le montage vidéo pour les e-learning. Et depuis 2 ans aussi, je m'occupe des réseaux sociaux. Donc, c'est Flavio et moi que vous pouvez retrouver derrière la page Instagram, derrière la page Facebook de l'agence. Et puis, comme Sophie l'a introduit, je suis à mi-temps en tant que kiné à Bordeaux et j'utilise mon deuxième mi-temps pour du community management et pour de la photographie. J'ai développé cette activité parallèle, donc j'ai vraiment ces deux affinités maintenant, et la kiné et le média, on va dire. En 2019, je me suis lancé dans un cursus de master, donc le parcours EMN Online, qui est géré donc par Marc Landry à l'Université de Bordeaux. Depuis le diplôme, j'étais assez quand même intéressé par tout ce côté de recherche, assez curieux de poursuivre les études, d'aller voir un petit peu au-delà de ce qu'on pouvait nous proposer en formation de kiné. Passionné un petit peu aussi par ce côté d'apprendre. Et donc, j'ai trouvé ce cursus de master qui était en ligne avec des profs de toute l'Europe et de tout le Maghreb, donc vraiment une grosse hétérogénéité dans les cours, dans les intervenants, dans les universités qui hébergeaient les cours. Et surtout, ce format en ligne m'a permis de suivre l'intégralité des cours en parallèle de mon activité pratique. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très confortable pour moi. Et puis, j'avoue que le confinement m'a un petit peu aidé à valider certains UE il y a 1 an et demi, mais ça, voilà, c'est les aléas. Pour mon M1, j'ai travaillé sur l'examen neuro d'un point de vue kiné, donc comment avoir le meilleur screening neurologique possible. Donc, on devait mener une étude, et puis là encore, à cause de la pandémie, ça s'est pas fait, donc on s'est arrêté au protocole. Et je voulais beaucoup remercier Jean-Philippe Deneville qui m'avait vraiment aidé, vraiment guidé sur tout ce parcours-là. C'était mon premier devoir de recherche, et ça sortait vraiment, vraiment de loin par rapport à ce qu'on a pu faire en école de kiné. Ensuite, pour mon M2, donc, il était prévu que je parte à l'Université d'Oxford pour rejoindre l'équipe de Anina Schmidt, donc, qui est doctorante là-bas, qui encadre les étudiants là-bas. Je vais vous la présenter un petit peu plus tard. Et là encore, à cause du Covid et du variant anglais, le stage a été pas annulé, mais modifié. Au lieu d'aller donc sur place à Oxford, elle m'a proposé un projet de recherche avec un étudiant, elle, qui était à Madrid, avec Louis. Et donc, ce projet de recherche parlait de radiculopathie, et donc ça m'a beaucoup intéressé. Et on a mené une étude préclinique qui est quasiment terminée, qui sera publiée, j'espère, cette fin d'année. Et je vais vous la détailler là, juste après. Et du coup, la dernière fois, on en rigolait tout à l'heure, la dernière fois que j'étais en Skype avec Marc Landry, c'était pour soutenir mon master que j'ai pu valider. Donc, voilà, la remise des diplômes est le mois prochain. Donc, une bonne chose de faite, et on verra pour la suite. Donc, voilà pour mon parcours assez rapidement. Je vais vous présenter un petit peu mon travail de M2. Donc, à l'origine de ce travail, c'était une question très, très clinique, très, très pratique. Est-ce que l'exercice est utile pour les patients qui ont une radiculopathie? Et puis, dans quelle modalité? Donc, on va voir que c'est quand même pas si simple. Il n'y a actuellement pas d'études chez l'homme pour ce type pour ce type de recherche. Et donc, il a fallu élaborer un petit peu. Mais d'abord, je vous présente mes deux collègues. Donc, Anina. Donc, Anina, qui est chercheuse en neurosciences et kiné à l'Université d'Oxford. Et Louis, à droite, qui est étudiant en thèse à l'Université de Madrid et qui travaille, qui est résident de l'Université d'Oxford pour son doctorat. Et donc, c'est avec cette équipe que j'ai travaillé. Donc, Louis est l'auteur principal de la revue. Moi, je suis l'auteur secondaire, et Anina est la troisième relectrice, en fait, et la personne qui arbitrait lorsque Louis et moi n'étions pas d'accord dans les choix pour la revue de littérature. Donc, de quoi est-ce qu'elle parle, cette étude? Tout d'abord, c'est une méta-analyse. Donc, on a regardé dans toute la littérature qui était déjà existante et qui traitait de notre sujet. Et le sujet, c'était quel est l'effet de l'exercice sur les douleurs neuropathiques, les douleurs du nerf sciatique. On s'est vraiment concentré
sur la lésion du nerf sciatique. Et donc, pour faire ça, on a pris comme repère pain behavior, donc le comportement lié à la douleur, et les biomarqueurs. Donc, on a évalué dans chaque article l'exercice et quelle dose d'exercice était fait et quel effet est-ce que ça avait sur les différents marqueurs donc, liés au comportement lié à la douleur et aux biomarqueurs. Et c'est une étude préclinique. Donc, en fait, il n'y a eu aucun homme, aucun humain dans cette étude. C'était seulement des études menées sur l'animal. Donc, on a fait une recherche de tout ça. D'un point de vue méthodo, ça se rapproche un petit peu, ça se rapproche de ce qu'on fait en pharmacologie, c'est-à-dire mener des études chez l'animal ou regarder les différents effets chez l'animal et ensuite extrapoler ces données chez l'homme. Donc, ça permet de mieux cibler, mieux cadrer les recherches qu'on va faire chez l'homme, malgré certaines limitations à l'extrapolation. Mais ça, c'est un sujet bien connu pour passer de l'animal à l'homme. Marc va nous en parler tout à l'heure. Donc, voilà le déroulé de notre protocole. Donc, sur la gauche, au début, le développement du protocole, l'enregistrement. C'est une des figures qui sera très sûrement dans l'article, donc elle est en anglais. Ensuite, la recherche. Donc, on a été exhaustif sur toutes les bases de données. On a trouvé un certain nombre d'articles. Je vais vous le montrer dans la slide suivante. On a toute une phase de déduplication pour avoir une seule version de chaque article. Un screening, donc en 2 phases. Premier screening par titre et abstract, et ensuite on se met d'accord. Et un deuxième screening en téléchargeant les fichiers PDF, et cette fois en lisant le texte complet et toute la partie méthodo. Et là encore, on se remet d'accord sur le triage de ces articles. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné tout ça, il faut extraire les données, c'est-à-dire passer dans le texte et pour chacun des marqueurs, chacun des pain behavior, chacun des biomarqueurs qui a été évalué, voir quel effet de quel exercice à quelle dose comparé au groupe contrôle. Et ensuite, après ça, on a encore une phase d'analyse. Cette fois, c'est la méta-analyse et ensuite la publication. Donc ça, c'était pour le protocole. Je vous montrais quelques chiffres un petit peu. Donc, après déduplication, le chiffre important à retenir, c'est qu'il y avait 3758 articles inclus. Donc, on s'est lu, Louis et moi, chacun 3758 titres et abstracts. Donc, c'est vraiment fastidieux, c'était très, très long. Et parmi ceux-là, on a retenu seulement 100 textes, 100 articles qui traitaient de notre sujet, donc de radiculopathie du nerf sciatique, avec des exercices comparés à un groupe contrôle qui évaluait des biomarqueurs et qui évaluait des pain behavior, des comportements liés à la douleur, comme le retrait de la patte ou des choses comme ça. Ensuite, on a téléchargé ces 100 articles, on les a lus un petit peu moulinés dans tous les sens, et donc on en a exclu 60 et il en restait 40. C'est 40 articles qui vraiment forment la base de notre méta-analyse, et parmi ces 40, 24 vont servir à l'analyse statistique. 24 sont exploitables d'un point de vue statistique. Petit clin d'œil, je voudrais vous parler d'un outil qu'on a utilisé qui s'appelle Ryan. Ryan, ça se présente comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer avec le pointeur. En fait, Ryan, on lui donne tous nos articles. Donc ici, vous avez la liste des articles. Et Ryan, il nous affiche le titre, l'abstract, l'auteur, le journal, l'année, la date de la publication, toutes les infos dont on avait besoin pour ce premier screening. Donc, c'est vraiment un outil absolument génial. Et en fait, Ryan, ça se passe exactement comme si c'était le Tinder de la revue de littérature. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le bouton « Inclure »,« Peut-être »,« Exclure ». Il manque juste une interface avec le swipe up et c'est vraiment, vraiment un outil hyper pratique pour une revue de littérature parce qu'il va nous permettre complètement d'accélérer ce process de revue de littérature et complètement pouvoir être efficace en fait, en screenant les articles. Par exemple, celui-ci, on avait programmé certains mots-clés et le diabète était un critère d'exclusion. Donc, cet article, au premier coup d'œil, on pouvait l'exclure plutôt que d'aller chercher tout ça. Donc, voilà, le Tinder de la revue de littérature, c'est fait. Revenons un petit peu à la présentation de ce soir. Et je voulais donc, l'association Akina m'avait demandé de parler d'un cas clinique qui s'appelle Bob. Bob, c'est un patient qu'on a tous les jours au cabinet. Donc, j'ai fait son bilan tel que je l'aurais fait au cabinet. Donc, Bob, c'est un patient de 35 ans. Il s'est fait mal au dos en faisant de la musculation, un mouvement de soulevé de terre.
Il avait augmenté les poids ce jour-là, il était un petit peu fatigué de sa semaine de travail. Donc, on a le facteur déclenchant, hein. La douleur a été immédiate et modérée en regard de l'EIPS à droite. Et puis le lendemain, la douleur était légèrement pire, environ à 6 sur 10, un peu plus diffuse en barre lombaire. Et donc, depuis cet épisode de 15 jours, il a des douleurs vraiment en barre et prédominantes à droite. Donc, on aurait pu les représenter comme ça sur un body chart. Donc, la douleur en barre, prédominante à droite. Et puis, dans l'interrogatoire, donc, Bob nous dit il est mieux dans certaines positions, il est pire dans d'autres. Donc, il a vraiment un caractère mécanique à cette douleur. Il semblerait que chez Bob, l'action de se pencher ou d'être assis, la délordose, la flexion lombaire, semble empirer ses symptômes. Et à l'inverse, plutôt la position cambrée, le dos creux, va améliorer ses symptômes, debout, marcher. Donc, vraiment un caractère mécanique. Et puis, il y a l'air d'avoir une part un petit peu inflammatoire aussi. C'est-à-dire que Bob décrit que lorsqu'il fait la même activité assez longtemps, marcher longtemps par exemple, la douleur va quand même finir par revenir et s'installer et durer plusieurs heures. Donc, c'est ce côté un petit peu inflammatoire, un petit peu chimique. Ça nous amène tout de suite donc à la question de la douleur. On reviendra sur le cas clinique petit à petit et puis même au fur et à mesure des conférences. Maintenant, parlons un petit peu de la douleur. Et donc, cette question, peut-on mettre la douleur dans une case? Alors, la douleur, donc, je vous rappelle la définition, ne serait-ce parce qu'elle a changé en 2020. Donc, petite mise à jour si vous n'étiez pas tombé sur l'article. Donc, la douleur, elle est définie depuis 2020 par l'International Association for Study of Pain, par une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, cette définition, ça rappelle vraiment à quel point c'est compliqué de définir la douleur, à la fois son caractère biologique, psychologique et social. C'est vraiment très, très complexe. C'est vraiment une définition, même lire la définition, c'est compliqué. Donc, ça montre à quel point vraiment la douleur est quelque chose de difficile à définir. On est obligé d'avoir des tournures de phrases comme ça un petit peu farfelues pour en parler. En pratique, nous, là, on va essayer de parler du côté un petit peu biologique, du bio, de cette douleur. Et donc, on va la diviser, cette douleur, en 3 grandes familles. Dans ces grandes familles, on va trouver la douleur nociceptive, la douleur neuropathique ou radiculopathique et la douleur nociplastique. Donc, la douleur nociceptive, on la connaît assez bien. C'est la douleur que la personne va nous décrire un petit peu sur une zone large. C'est la douleur, a priori, que Bob a en barre lombaire. Elle peut être mécanique, donc aller et venir en fonction des positions, des mouvements, un caractère très réversible. Je bouge dans un sens, je m'empire, je bouge dans l'autre sens, je m'améliore. Et elle peut avoir un caractère inflammatoire. C'est là encore quand Bob nous raconte que quand il marche plusieurs heures, la douleur augmente et puis elle met plusieurs heures à revenir. Il y a vraiment ce caractère chimique de concentration en cytokines et autres protéines pro-inflammatoires, autres molécules pro-inflammatoires qui va venir s'activer et irriter la zone. Un petit peu moins décrite, un petit peu moins connue, le côté ischémique de la douleur. Vous savez, si un patient a un canal carpien et qui va faire de la posture en extension, de la posture en flexion, par exemple, la pression autour du nerf dans le canal carpien va devenir supérieure à la pression à l'intérieur du nerf. Et donc, le vasonervosum ne va plus, va être comprimé, le nerf ne va plus être approvisionné en nutriments, en oxygène. Et donc, c'est cette douleur qu'on appelle ischémique et donc qui est une douleur nociceptive, sous-classée ischémique. C'est pour ça qu'on met des attelles de maintien la nuit, par exemple, pour les personnes qui ont un canal carpien. Donc, c'est plus lié au bloc vasculaire qu'on pourrait faire sur le nerf. Et donc, ces douleurs-là, elles vont être nociceptives, vont être décrites de façon assez large, en barre lombaire, qui descend dans la fesse, mais des zones un petit peu denses, une douleur plutôt sourde et plutôt profonde. À côté de ça, on a la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, elle a vraiment ce caractère plutôt électrique, vif, de coups de poignard. Les patients la décrivent en la montrant avec le doigt qui passe derrière la jambe, derrière le mollet. Et donc, elle a ce caractère vraiment électrique, ce caractère de chaleur, de froid, vraiment quelque chose qui est en lien avec du nerf. Et puis, la douleur nociplastique, donc, qui est beaucoup plus difficile à cerner, qu'on appelait avant sensibilisation centrale ou douleur chronique.
qui est plus un dérèglement de tout le cheminement de la douleur au niveau central et périphérique. Donc celle-ci, on en parlera, mais peut-être plus tard dans les séminaires et dans la présentation de Marc. Toutes ces douleurs-là, on va les classifier, sont des gains de fonction. On va voir, on va parler de gains et de perte de fonction. Et donc, une douleur, c'est un symptôme positif, c'est quelque chose qu'on a en plus, qu'on a en trop dans la symptologie de nos patients. Dans les autres gains de fonction, pour vous donner une idée, on a par exemple les paresthésies, ces sensations de fourmillement, de picotement qu'on peut avoir dans les mains. Et puis la mécanosensibilité. On a certains patients qui vont avoir un LASEG positif, par exemple. Et le LASEG va reproduire la douleur du patient ou un LERI positif. Ils ne l'auront pas tous, on va voir ça après. Donc, on a ces gains de fonction, qui sont des symptômes que vraiment le patient ne devrait pas avoir, qui apparaissent. À l'inverse, si on a des gains de fonction, on peut bien imaginer des pertes de fonction. Donc, on a une altération des réflexes, on a une perte de force, on a une hyposensibilité, par exemple. Ça, c'est à l'inverse des symptômes que le patient est censé avoir et qui sont diminués ou abolis. Et donc, ça va signer la neuropathie ou la radiculopathie. À l'inverse de la douleur neuropathique, qui est juste une douleur sur le trajet du nerf, la neuropathie ou la radiculopathie va vraiment être une atteinte du nerf. Là, cette fois, le nerf en tant que tel ne peut plus faire son action de transmettre un message. Et donc, on a vraiment une atteinte, une perte de sa fonction. Alors, est-ce qu'on peut mettre la douleur dans une case? Peut-être. On voit qu'il y a certains éléments qui semblent assez clairs, assez faciles. La douleur elle peut être nociceptive, neuropathique, nociplastique. On peut avoir une neuropathie avec ou sans mécanosensibilité. Le seul problème, c'est que tous ces symptômes-là vont pouvoir coexister. On va avoir des patients qui vont présenter plusieurs symptômes et qui vont être à plusieurs niveaux de plusieurs symptômes, plusieurs douleurs. Et donc, c'est beaucoup plus complexe pour nous, en tant que kiné, en tant que praticien, en tant que médecin, à comprendre parce qu'en fait, on peut avoir vraiment un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un patient qui a une douleur sur le trajet du nerf avec une neuropathie, une perte de force, une perte de réflexe, une mécanosensibilité. Ça, c'est la sciatique classique, pour être dans le cliché. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. On peut avoir des pertes de fonction très minimes, mais qui signent une neuropathie avec une douleur principalement nociceptive. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile d'aller manager tout ça. Et donc, c'est vraiment important, on le verra dans les prochains séminaires, d'avoir un examen clinique, un examen une routine d'examen, un examen neurologique vraiment précis et d'utiliser, pourquoi pas, des questionnaires comme le DN4 qui va signer d'une douleur neuropathique et puis d'aller questionner les patients sur ces douleurs-là pour vraiment avoir et le côté qualitatif et le côté quantitatif et l'examen neuro pour vraiment ranger un petit peu ces différents types de douleurs et trier tout ça. Voilà pour cette première présentation. J'espère que je suis dans le timing. Je n'ai pas l'heure, 20h05. Je pense que c'est très, très bon sur le timing. N'hésitez pas à noter toutes vos réponses dans les chats, dans le live sur Facebook. Comme ça, on pourra en revenir. Et puis, je laisse la parole à Marc. Merci beaucoup. Alors, merci Clément, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous avez plus de questions justement par rapport à la dernière partie, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un sujet tellement dense et complexe que vous vous en doutez bien quand en un quart d'heure, enfin une demi-heure de présentation, c'est difficile de parler des mécanismes de manière exhaustive, on ne pourrait jamais en parler. Donc, si vous avez des questions précises, des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On le fera, on prendra le temps dans les questions, puisque du coup, on est bien là, sur le timing, donc on aura le temps pour des questions. Donc, je vais passer maintenant la main à Marc Landry. Je pense que vous pouvez aussi activer votre partage. Normalement, j'ai rien désactivé. Et vous êtes prêts? Voilà. C'est bon. Voilà, ça doit être bon comme ça. Oui, c'est bon. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez mon pointeur ou pas. Oui, on le voit. Oui.
Ok, alors d'abord, merci beaucoup, beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré de participer à cette première réunion. Je vous remercie pour le travail de préparation que vous avez fait. Enfin, je remercie beaucoup Étienne, Clément, Sophie pour ce travail de préparation. Je vous avoue que je suis aussi très heureux de parler après Clément. Très heureux que Clément était étudiant dans le master. Alors, bon, avoir un kiné en exercice dans le master, ça pose des problèmes auxquels on n'est pas toujours habitué. Enfin, il faut ménager, il faut lui permettre de continuer à exercer tout en apprenant dans les meilleures conditions. Mais j'avoue que Clément a été le cobaye parfait pour ça et qu'il a pu, comme il vous l'a montré, réaliser un travail de qualité. Je suis d'ailleurs très fier de voir que les résultats de ce travail sont diffusés à l'occasion de ce séminaire et puis vont faire l'objet d'une publication. C'est très bien pour toi Clément évidemment d'abord, mais c'est très bien pour nous, pour le master. Et puis je pense que c'est aussi un signe fort qui montre qu'on peut avoir une pratique de santé et en même temps continuer à se maintenir au plus haut niveau de la recherche scientifique et se maintenir au courant des dernières avancées qui peuvent être faites. Et puis, je suis très admiratif de la société que vous avez créée et qui m'a l'air extrêmement bien structurée et qui me semble également répondre à un besoin, notamment à ce besoin que je viens d'exprimer de maintenir un niveau de connaissance scientifique élevé, tout en pratiquant votre métier et en mettant vos talents au service de vos patients. Alors, c'est amusant parce qu'il y a pas mal de choses de ce qu'a dit Clément que je vais reprendre dans ma présentation. Je pourrais d'ailleurs aller assez vite parce que finalement, il a dit aussi bien que moi, largement, sinon mieux, ce que je voulais dire. Alors, je ne parlerai pas de Bob, moi, mais autrement, pour ce qui est de la définition de la douleur, j'étais fier d'avoir mis dans ma présentation la définition de 2020, mais Clément m'a devancé. Donc finalement, heureusement que je n'ai pas gardé l'ancienne définition d'ailleurs. Je ne parlerai pas par contre beaucoup de douleur nociplastique, contrairement à ce qu'a dit Clément, parce qu'en fait, je ne sais pas trop quoi dire sur la douleur nociplastique, vu que les mécanismes sont très peu connus. Nous, on parle effectivement de douleurs dysfonctionnelles ou de sensibilisation centrale. Enfin, il y a de la sensibilisation centrale dans les autres types de douleurs, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Moi, je suis professeur de biologie cellulaire et neurosciences à l'Université de Bordeaux et je co-dirige un groupe de recherche qui s'appelle Signalisation purinergique, inflammation et désordre neurologique. Alors, mais je suis professeur de sciences, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout médecin et j'ai une approche qui est beaucoup plus fondamentaliste que vous-même, puisque vous êtes confronté dans votre vie quotidienne à des patients. Moi, j'espère seulement que les travaux que l'on mène pourront un jour servir à des patients. Donc, j'ai vraiment une approche très fondamentale et ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de vous faire brosser un tableau général un peu des concepts de la douleur, insister sur cette notion de douleur comme une pathologie globale qui nécessite une approche globale, montrer qu'il y a des voies sur lesquelles on va essayer de travailler parce qu'elles peuvent se révéler de puissants outils pour bloquer les douleurs pathologiques. Et puis également, dans la dernière partie de ma présentation, j'essaierai d'insister sur le fait que les douleurs sont rarement des pathologies isolées, mais très souvent comorbides avec d'autres pathologies, dont l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, ou d'autres pathologies sont des aspects sur lesquels nous, on essaye de travailler depuis quelques temps, et notamment travailler sur les bases neuro-inflammatoires de ces comorbidités, mais je n'irai pas jusque-là dans la présentation. Alors, effectivement, je parle de douleur amie ou ennemie parce que je vais essayer de vous expliquer, enfin vous le savez bien sûr, mais c'est important de le formaliser, que la douleur est quelque chose qui est absolument nécessaire, même si personne n'aime la douleur. C'est vraiment une sensation qui est désagréable, mais c'est ça qui en fait sa richesse, parce que justement,
en étant désagréable, elle permet à l'organisme d'éviter les dangers et elle est donc essentielle pour la survie. Alors, j'ai l'habitude dans ce genre de présentation de vous montrer l'exemple d'un enfant de 12 ans ici en Angleterre qui présente une insensibilité totale à la douleur. Alors, vous voyez que cet enfant, bon, il a d'autres pathologies, mais vous voyez qu'il a des ulcères au genou parce qu'il ne s'en rend compte. Et puis, vous voyez qu'il lui manque des phalanges au doigt, tout simplement parce qu'il les perd en cognant ses doigts ou en rongeant ses doigts, tout simplement. Parce que comme il n'a pas de sensibilité à la douleur, en fait, il ne sait pas exactement où s'arrêter. Et donc, il y a des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques sur ce genre d'individu. En règle générale, les patients insensibles à la douleur, les sujets insensibles à la douleur sont rares, mais sont rares aussi parce que les patients ont une espérance de vie qui est limitée. Et on avait en fait identifié, il y a maintenant une dizaine, entre 10 et 15 ans, des familles qui présentaient des insensibilités congénitales à la douleur. Et en étudiant ces familles, il avait été identifié des mutations génétiques qui étaient à l'origine d'une absence de différenciation des récepteurs à la douleur. Donc, dans ce cas-ci, chez cette famille, vous voyez que c'est quelque chose d'héréditaire. Dans cette famille, on a des mutations qui rendent non fonctionnels les récepteurs à la douleur, les nocicepteurs. Et puis, dans un autre cas, ici, on a une mutation sur des canaux sodiques qui cause une absence de fonction des récepteurs à la douleur. C'est-à-dire que dans le premier cas, les récepteurs n'existent pas. Dans le deuxième cas, ils existent, mais ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce qu'en fait, ils ne sont pas capables de générer de potentiel d'action. Vous savez que ces potentiels d'action reposent sur un jeu entre des canaux sodiques et potassiques dans l'axone. Or, il existe un type de canal sodique correspondant au gène SCN9A qui sont spécifiquement exprimés dans les nocicepteurs, dans les neurones sensoriels nociceptifs. Et dans ces familles, il y a une mutation de ce gène, SCN9A, provoque une absence de fonction de ces nocicepteurs. Alors, évidemment, ces données, bon, d'abord, ça donne des pistes de recherche pour travailler sur des mécanismes qu'on pourrait essayer soit de compenser dans le cas d'insensibilité à la douleur, mais en fait plus fréquemment sur lesquels on pourrait essayer de jouer pour diminuer les douleurs exagérées, les douleurs pathologiques chez les patients. Mais ça vous montre également que ces douleurs dont on parle, elles ont un substrat biologique. Alors vous me direz, ce n'est pas très étonnant, vous le savez bien, vous travaillez sur des données biologiques et vous savez bien que les douleurs sont liées à des mécanismes biologiques et même neurobiologiques. Et ce n'est pas quelque chose qui a toujours été facile à admettre pour les populations. Et les théories de la douleur se sont succédées depuis Aristote, qui est le premier à avoir formalisé une théorie de la douleur, jusqu'au XXIe siècle. En fait, Aristote décrivait, lui, la douleur, non pas comme une pathologie biologique, neurologique, mais comme un esprit qui entrait à travers une blessure. Alors, on avait bien sûr fait l'analogie, le rapprochement entre l'existence d'une blessure et la douleur, mais on pensait assez facilement à cette époque que c'était une force extérieure et que c'était un peu une forme de punition ou de test de foi imposé par Dieu ou par les dieux. Et d'ailleurs, c'est ce que je signale en dessous, en anglais, le mot qui signifie douleur, pain, dérive du latin poena, qui signifie sanction, mais pas de dolor. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été considéré pendant très longtemps dans les sociétés occidentales en particulier comme un châtiment, une mise à l'épreuve qu'on devait endurer pour prouver qu'on était capable de résister à ce châtiment, d'accepter ce châtiment et cette mise à l'épreuve. Et en fait, ça a profondément marqué la manière dont on considérait la douleur et dont on traitait la douleur, je devrais dire, dont on refusait de traiter la douleur. Puisque comme c'était quelque chose
qu'il était bon de savoir endurer, eh bien, on ne cherchait pas forcément à diminuer la douleur. Et pourtant, c'est une grosse erreur parce qu'on sait maintenant qu'en laissant la douleur perdurer, on va permettre à des mécanismes de sensibilisation de se mettre en place et de déclencher des douleurs pathologiques, c'est-à-dire des douleurs qui vont persister alors même que la cause initiale, la cause primaire de la douleur, a disparu. Mais en fait, ces mécanismes de sensibilisation vont provoquer une mauvaise adaptation des systèmes neuronaux qui sous-tendent la douleur, et cette maladaptation va faire en sorte que ces systèmes vont devenir hypersensibles et vont déclencher des douleurs en l'absence de stimulus. Donc, on sait maintenant que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Il faut au contraire bloquer la douleur lorsqu'elle apparaît pour empêcher la mise en place de ces mécanismes de sensibilisation. Maintenant, vous savez très bien qu'on prend en compte la douleur dans les traitements, mais ce n'est pas quelque chose qui est ancien et ensuite, ce n'est pas encore totalement accepté partout. Bien souvent, la douleur est un élément secondaire. On va vouloir traiter la pathologie principale, si on peut dire, sans forcément s'intéresser à la douleur. Et encore une fois, c'est une erreur, bien sûr, pour les mêmes raisons, parce qu'il faut aussi traiter la douleur en parallèle de la pathologie, des autres pathologies associées, pour empêcher notamment ces mécanismes de sensibilisation. Alors, cette théorie d'Aristote, elle a perduré, puisque je vous dis qu'en fait, ces conséquences perdurent jusqu'à notre époque, en tout cas jusqu'au 19e, 20e siècle certainement, et encore un peu maintenant. Et pourtant, dès le Xe siècle et le XVIIe siècle, avec Avicenne et ensuite René Descartes, on a élaboré l'idée que la douleur reposait sur des mécanismes neurologiques. Avicenne a classifié les douleurs, avec d'ailleurs des classifications qui finalement se rapprochent de manière assez intéressante de celles qu'on fait maintenant. Et c'est Descartes qui, à la fin, a formalisé le mieux cette approche, cette théorie de la douleur, qui considérait que la douleur était un dysfonctionnement qui se propageait depuis un récepteur, depuis une zone où on percevait un stimulus, à travers les fibres nerveuses jusqu'au cerveau. Et que c'est dans le cerveau qu'on réalisait, qu'on élaborait cette conscience de la douleur. C'était évidemment, ça a été un cheminement, vous voyez, de plusieurs siècles entre Avicenne et Descartes, mais c'était un cheminement important puisqu'il a transformé la perception de ce qu'est la douleur depuis une expérience mystique et spirituelle en une sensation physique. Ce qui est important aussi, c'est que ça veut dire que si ça devient une sensation physique et non pas une punition des dieux, alors on a le droit de l'étudier et surtout on a le droit de s'y opposer, on a le droit d'essayer de la traiter. Parce qu'on va finalement traiter un phénomène biologique, ce qu'on a le droit de faire, alors qu'on n'a pas le droit de traiter une volonté divine. Donc, ce sont des approches qui ont été importantes aussi d'un point de vue épistémologique et qu'elles ont permis ensuite l'étude de la douleur et la recherche de causes et de traitements. Désormais, on développe une approche que l'on dit globale ou holistique de la douleur. Et cette approche globale, elle vaut aussi bien pour l'étude que pour le traitement. C'est-à-dire qu'on va essayer, pour comprendre la douleur subie par un organisme, on va essayer de comprendre à la fois les mécanismes de transmission nociceptive, c'est-à-dire de transmission de l'information nociceptive depuis l'endroit où le stimulus a agi jusque vers le cerveau, mais aussi des mécanismes neuronaux qui vont sensibiliser cette transmission de l'information, et puis tout un tas de mécanismes qui vont moduler la perception de la douleur et pas seulement sa transmission, enfin la transmission nociceptive. Ça peut être des mécanismes neurochimiques, des changements structuraux, ça peut être des modifications génétiques qui vont affecter les différentes régions qui traitent la douleur, mais ça peut être également l'état général du patient, c'est-à-dire son humeur, l'existence de pathologies comorbides, l'anxiété, la dépression, également son état d'attention en particulier. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le rôle que l'attention a dans la
perception de la douleur et dans la manière d'ailleurs de traiter la douleur. Puis ça peut être également des expériences précédentes de l'individu, soit qu'il a été exposé à la douleur, soit qu'il a eu des expériences psychiatriques, par exemple, qui vont provoquer des modifications des circuits de traitement de la douleur dans le cerveau et provoquer une augmentation de la perception. Donc, ce sont toutes ces approches qu'on essaye de mettre en commun, de faire en sorte que les données se croisent pour, d'une part, avoir une meilleure image des mécanismes physiopathologiques à l'origine de la douleur, mais aussi pour trouver des cibles nouvelles qui seraient à la croisée de ces différentes voies d'activation des régions de la douleur, et puis cibler ces mécanismes pour essayer de diminuer la douleur. Alors, tout ça nous amène à cette fameuse définition que Clément a brillamment présentée. Je ne vais donc pas renouveler l'explication. En plus, lui, il a eu le courage de mettre la traduction en français. Moi, je suis assez paresseux pour garder le texte en anglais. Donc, c'est effectivement la définition de l'IASP qui dépend de l'OMS. Et puis, vous savez qu'il existe un chapitre français de l'Association internationale IASP, qui est la SFETD, la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui est donc affiliée à l'IASP, et qui regroupe beaucoup de cliniciens, praticiens en charge de la douleur, et puis aussi des scientifiques. Alors, si je reviens juste une seconde sur la définition, elle a changé récemment parce que la raison pour laquelle elle a été changée, c'est que dans la précédente définition, on insistait sur le fait que la douleur, enfin, on mentionnait le fait que la douleur pouvait être exprimée comme quelque chose d'associé à un dommage réel ou potentiel. Et en fait, la définition a été changée pour enlever cet accent qui est mis sur la verbalisation de la douleur, ce qui permet d'appliquer cette définition de la douleur même quand la verbalisation n'est pas possible. C'est le cas chez les personnes âgés ou bien chez des nouveau-nés ou bien aussi chez des animaux. Et c'est l'ensemble en fait des raisons pour lesquelles cette définition a été changée. Sur le fond, évidemment, on reste avec l'idée que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Les deux sont clairement associés, qui est associée ou qui ressemble à ce qui est associé à ces blessures réelles ou potentielles. Donc, vous voyez qu'en fait, on est dans une situation où il est légitime de parler douleur alors qu'il n'y a pas de blessure et aucun dommage. Néanmoins, si un patient émet une plainte douloureuse, elle doit être considérée comme telle, comme une vraie douleur et traitée comme telle. Ce qui permet d'ailleurs de faire rentrer les douleurs nociplastiques dans le champ d'étude et de traitement des douleurs sans discussion, puisque même si, comme Clément le disait tout à l'heure, il n'y a pas de lésion identifiée, il n'en reste pas moins que les patients manifestent ces plaintes douloureuses et on doit essayer de comprendre les mécanismes de ces douleurs et bien sûr de les traiter. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'étudier la douleur? En fait, la douleur aiguë, notamment, c'est un mécanisme adaptatif. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous mettez le pied sur une punaise, vous allez retirer votre pied, c'est un réflexe, heureusement, ça protège vos organes. Très bien. Vous pouvez également avoir des mécanismes de sensibilisation à court terme qui sont aussi des mécanismes de protection. Si vous vous blessez un organe, vous allez avoir des mécanismes de sensibilisation qui vont se mettre en place, qui vont permettre de protéger cet organe, de l'isoler le temps qu'il se répare, le temps que les dommages tissulaires soient réparés et que l'organe redevienne fonctionnel. Donc, vous avez cette association ici entre douleur aiguë, le choc, hyperalgie secondaire, la sensibilisation à court terme qui permet la protection de l'organe. Donc, si on restait dans ce cadre-là, après tout, la douleur ne serait qu'un phénomène à encourager parce qu'elle a une fonction adaptative réelle. Malheureusement, ce mécanisme adaptatif, dans certains cas, lorsque la sensibilisation, lorsque la douleur perdure, ce mécanisme peut se transformer en une douleur pathologique qui devient chronique. Alors chronique, c'est-à-dire qu'elle dure chez l'homme un peu plus de 3 mois. Au-delà de 3 mois, on va parler de douleur chronique. Et elle se caractérise par des phénomènes de sensibilisation à long terme.
c'est-à-dire une sensibilisation qui existe alors que la cause primaire de la douleur a disparu et alors qu'il n'y a plus de lésion identifiable. Néanmoins, les systèmes neuronaux à l'origine de la douleur ont été modifiés et dans leur nouvel état d'équilibre, eh bien, ils vont générer, ce sont des états d'équilibre mal adaptés, si vous voulez, on parle d'états mal adaptatifs, et ces nouveaux états d'équilibre vont générer des douleurs. Et en fait, une des difficultés qu'on a à travailler sur la douleur, c'est d'essayer d'identifier des mécanismes qui sont spécifiques de ces douleurs chroniques pathologiques. Parce que c'est ça qu'on veut traiter. Bob, lorsqu'il vient voir Clément avec ses douleurs, sont des douleurs qui perdurent alors qu'elles devraient avoir disparu. C'est ça qui est gênant. Ce n'est pas l'œdème que vous avez lorsque vous vous êtes piqué le doigt à un rosier et qui va durer quelques heures ou quelques jours. Mais la difficulté est vraiment pour nous, chercheurs, de faire la distinction entre des circuits qui vont traiter une douleur adaptative, donc normale, physiologique, et une douleur pathologique, donc mal adaptative, qui va avoir des conséquences sur la qualité de vie des patients. Alors, ces douleurs pathologiques, on les classe en 3 ou 4 catégories. Clément les a mentionnées, je vais gagner un peu de temps. Donc, les douleurs nociceptives, qui en fait sont liées à l'activation des nocicepteurs, peuvent être, comme il l'a dit, plusieurs types, mécaniques, ischémiques, inflammatoires. Des douleurs neuropathiques, qui sont liées à des lésions du système nerveux ou bien à des maladies qui affectent le système sensoriel ou le système nerveux. Ça peut être, par exemple, des infections virales. Le HIV va causer des neuropathies, ça peut être des neuropathies diabétiques, ça peut être bien sûr des lésions, des atteintes du système nerveux. Puis les douleurs nociplastiques, dont on a un tout petit peu parlé, qui sont liées à une altération de la nociception, c'est-à-dire une altération des circuits qui vont traiter la douleur, qui vont intégrer les stimulus et traiter la douleur, bien qu'on n'ait bien souvent pas de preuve d'une lésion tissulaire devrait activer les nocicepteurs, ni d'une maladie, ni d'une lésion qui va affecter le système somatosensoriel. Donc, en fait, on n'a pas de cause identifiée, mais on a une sensibilisation des centres de traitement de la douleur qui conduit à ces douleurs dysfonctionnelles ou nociplastiques. Moi, j'ai rajouté une catégorie qui sont les douleurs cancéreuses, qui sont un ensemble différent, qui vont contenir des douleurs liées à la tumeur ou bien liées au traitement. Par exemple, ça peut être une tumeur qui comprime des neurones, des fibres nerveuses. Ça peut être une tumeur qui va libérer des cytokines qui vont activer les nocicepteurs. Ça peut être également des traitements, notamment les poisons du fuseau, les traitements à la vincristine, à la vinblastine, sont des traitements qui vont causer des douleurs neuropathiques. Notamment dans le cas du cancer du côlon, par exemple, les traitements de référence induisent dans un grand nombre de cas des neuropathies, en particulier au froid, qui sont parfois si violentes qu'elles obligent à arrêter le traitement anticancer. C'est quelque chose, évidemment, pour lequel il faudrait trouver des solutions. Voilà. Alors, juste 2 mots sur maintenant l'organisation de ces systèmes de la douleur, parce que je n'arrête pas de vous dire que c'est des systèmes qui peuvent être sensibilisés à court terme, à long terme. Où est-ce que ça se passe, cette sensibilisation? Alors, voilà le schéma global des circuits de la douleur, avec en périphérie des nocicepteurs, les récepteurs à la douleur. On peut retrouver également, non pas au niveau cutané, mais par exemple au niveau des articulations. Ces nocicepteurs peuvent être de plusieurs types. Ils peuvent être spécifiques de certains stimulus, l'acidité, la chaleur, le froid, la pression, des agents chimiques. On peut avoir également des nocicepteurs polymodaux qui vont répondre à tout ou partie de ces stimulus. Dans le système sensoriel, vous avez plusieurs types de fibres avec des fibres tactiles qui traduisent les sensations non nociceptives. Et évidemment, lorsqu'on va mettre au point des traitements contre la douleur, il faut éviter d'abord de faire disparaître les douleurs aiguës, on l'a vu, et puis aussi de faire disparaître la sensibilité tactile normale d'un individu, sinon on ne va pas améliorer sa qualité de vie. On peut éventuellement éliminer des douleurs,
mais lui causer d'autres problèmes. Donc, encore une fois, c'est une difficulté, c'est identifier des mécanismes spécifiquement liés au réseau nociceptif et pas au réseau tactile, et ensuite des mécanismes qui n'apparaissent que dans les situations de sensibilisation pathologique, c'est-à-dire qui sont des signatures de cet état maladaptatif du réseau de neurones. Ces fibres sensorielles, vous le savez, arrivent dans la corne dorsale de la moelle épinière où elles font une première synapse. Une première synapse, c'est le premier relais. Ça veut dire que c'est l'endroit où cette transmission de l'information est régulée pour la première fois. Elle peut être régulée au niveau synaptique, elle peut être régulée dans l'ensemble du circuit derrière, avant de générer un message qui va remonter par différentes voies ascendantes vers les centres cérébraux. C'est dans les centres cérébraux que l'intégration se fait. L'intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire la perception de la douleur, c'est-à-dire on ressent cette douleur, on la comprend comme quelque chose de désagréable, c'est-à-dire qu'on lui associe un affect négatif. Et ça a une importance, notamment pour les comorbidités anxieuses. Et puis, on va définir alors l'affect négatif, mais aussi les caractéristiques sensoridiscriminatives, la nature du stimulus, l'intensité du stimulus, la localisation du stimulus. Et puis, on a aussi une réponse autonome, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse indépendante de la volonté qui va provoquer une contraction des vaisseaux sanguins, des suées, une accélération du rythme cardiaque, etc. Une réaction de stress. Donc, on a des réponses extrêmement variées dans le cerveau et on s'est beaucoup intéressé pendant un temps en recherche uniquement au compartiment périphérique ou au premier relais dans la moelle. On s'intéresse maintenant beaucoup aussi à ce qui se passe dans le cerveau parce que si on n'arrive pas vraiment à bloquer la transmission du message nociceptif, peut-être qu'on peut agir sur ses conséquences cérébrales et en particulier sur la perception de la douleur. Parce qu'après tout, si le message nociceptif est transmis mais que la perception reste modérée, ça peut être une manière d'améliorer la qualité de vie des patients. Et puis une autre raison pour laquelle on s'intéresse à ces centres cérébraux, c'est qu'en fait, l'histoire ne s'arrête pas lorsque le message arrive dans le cerveau, puisqu'il va y avoir également des activations. Alors, pardon, excusez-moi, je vais cette diapositive. Donc, je reviens en arrière. Donc, je vous dis qu'on a des activations de différentes régions dans le cerveau. Vous voyez qu'on va, par ces voies montantes, activer des régions dans le cortex somatosensoriel, donner des informations sensoridiscriminatives, mais aussi cortex insulaire, l'amygdale, le cingulaire, qui, eux, sont des régions qui interviennent dans l'affect négatif associé à la douleur. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque une fois que le message a atteint ces différentes régions corticales ou sous-corticales, il va y avoir un message réponse qui est élaboré et qui va redescendre vers la moelle épinière. Alors, il redescend depuis différentes régions. Ça peut être des régions corticales qui ne sont pas indiquées ici, mais ça peut être l'amygdale, ça peut être l'hypothalamus. Il y a des relais dans la substance grise périaqueducale, dans la médulla rostroventrale, et ensuite des fibres qui sont envoyées vers la corne dorsale. Alors, pourquoi j'en parle? Pour plusieurs raisons. Vous allez voir que je vais revenir sur la puissance de ces contrôles descendants. Ils sont en particulier puissants parce que ces contrôles descendants, donc activés par les régions cérébrales qui interprètent le message nociceptif, ces contrôles descendants vont mettre en jeu des interneurones locaux dans la corne dorsale qui libèrent des opioïdes, et puis d'autres molécules également, mais cette libération d'opioïdes, bien sûr, va se traduire par une inhibition endogène, une inhibition naturelle de la transmission nociceptive au niveau de la moelle épinière. Ces contrôles descendants, ils sont particulièrement importants. On va en reparler tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple un peu amusant, si on peut dire, pour illustrer la puissance de ces contrôles. Mais on a même récemment découvert que ces contrôles descendants étaient ceux qui médiaient l'effet placebo, qui est très fréquent lorsqu'on étudie des traitements contre la douleur. Vous savez que quand on applique un traitement expérimental contre la douleur, on doit le traiter, on doit le tester contre placebo.
Et en fait, c'est une partie de l'expérimentation qui est très difficile parce que dans 40% des cas facilement, le placebo a un effet. Donc, faire sortir, d'un point de vue statistique, des résultats d'un traitement contre placebo, ce n'est pas toujours évident parce que le placebo a réellement un effet analgésique. Et cet effet analgésique, il repose sur la mise en jeu de voies, la mise en jeu de mécanismes dépendants des opioïdes par l'intermédiaire des contrôles descendants. Donc, on a vraiment, par cet effet placebo, la mise en jeu par le cerveau, par les aires cérébrales qui vont traiter l'information. Tenez, je vous donne un médicament contre la douleur. Ces aires cérébrales vont avoir des conséquences qui vont agir sur le système sensoriel lui-même, en tout cas sur l'intégration des informations sensorielles au niveau de la moelle épinière, en activant les voies descendantes et les mécanismes opioïdergiques qui dépendent de ces voies descendantes. Donc vraiment, un effet important à tous les niveaux de ces voies descendantes. Alors, je vais maintenant faire un rapide survol des approches thérapeutiques en allant très vite sur le début, parce que pour ce qui est des douleurs nociceptives, il y a 3 échelles dans le traitement qui sont bien connues, 3 paliers. Un palier 1 avec des opioïdes, des analgésiques non opioïdes, c'est-à-dire le paracétamol, un palier 2 avec des opioïdes faibles, et puis qui peuvent être associés à des analgésiques non opioïdes, et puis enfin un palier de niveau 3 avec des opioïdes forts tels que la morphine. Dans le palier 2, vous pouvez trouver du tramadol. De manière intéressante, c'est que l'IASP, dans ses recommandations, mentionne aussi des thérapies interventionnelles qui ne sont pas pharmacologiques et qui peuvent avoir un effet sur la douleur. On va en reparler un tout petit peu. Donc, ce traitement est assez clairement, très clairement établi pour les douleurs nociceptives. Ce n'est pas le cas pour les douleurs neuropathiques, qui pourtant sont des douleurs qui ont une forte prévalence. Vous voyez ici 2 études qui montrent qu'en France et en Australie, on a à peu près la même prévalence de ces douleurs neuropathiques, autour de 8%. Et puis, quelque chose qui est à noter, c'est que ces douleurs neuropathiques sont les plus abondantes dans cette tranche d'âge, entre 45 et 65 ans, qui est une tranche d'âge où les individus sont actifs, contribuent à l'activité économique du pays. Et ça veut dire que ce ne sont pas des gens normalement dépendants. Ça veut dire qu'en les rendant dépendants à travers ces douleurs neuropathiques et en empêchant leur capacité de produire, on va générer des coûts socio-économiques liés à ces douleurs qui sont très importants. Ces coûts sont estimés environ à 600 milliards de dollars aux États-Unis par an. Donc, c'est quelque chose qui est réellement important. Ce sont des coûts liés au traitement, mais aussi, comme je l'ai dit, liés à la perte de production, liés au coût de la prise en charge de la dépendance de ces personnes qui ne le sont normalement pas, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être traité au-delà de la qualité de vie du patient, qui est bien sûr la priorité, mais aussi pour des raisons socio-économiques. Alors, Clément l'a dit tout à l'heure, les symptômes de la douleur neuropathique, c'est des brûlures, des piqûres, c'est un coup de poignard. Vous avez un texte ici qui est en anglais, mais dont on peut extraire certains mots et les traduire, et voilà ce que ça donne: écrasement, piqûre, brûlure, le poignard dont parlait Clément tout à l'heure. Donc, ce sont des douleurs très fortes qui réellement peuvent grandement affecter la qualité. Il existe des recommandations qui sont faites. Ici, un premier article, un article dans Pain en 2007 qui traitait de la prise en charge pharmacologique des douleurs neuropathiques et qui proposait des recommandations qui étaient un peu touffues encore à l'époque, qui se sont affinées récemment. Et voici la liste des traitements pour les douleurs neuropathiques en France, tel qu'il a été établi en 2020, avec une première distinction qui est de savoir si la douleur est localisée ou si elle est plus diffuse, périphérique ou centrale. Si la douleur est localisée à un niveau cutané, on va appliquer des patchs de lidocaïne, et autrement, on va avoir recours à ces 3 lignes de traitement. Alors, bon, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail de ces traitements, on peut en reparler après si vous voulez. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est pratiquement jamais des traitements qui sont spécifiques de la douleur.
En fait, gabapentin, prégabaline sont des antiépileptiques. Vous allez avoir des antidépresseurs, parce que en fait, ces médicaments vont jouer sur des cibles qui sont aussi impliquées dans la douleur, notamment à travers les mécanismes de sensibilisation qui peuvent être communs à plusieurs types de pathologies. Et puis, vous avez en troisième ligne de traitement des associations de traitement, de la stimulation transcrânienne, magnétique transcrânienne, et puis quand même des opioïdes forts, qui dans certains cas sont efficaces, mais qui, en règle générale, sont assez peu efficaces contre les neuropathies. Et la recherche a bien du mal à trouver des alternatives pharmacologiques notamment. Alors, il y a bien des médicaments qui existent, qui sortent, par exemple le ziconotide, qui est un bloquant de canocalcique de type N, qui provient d'un cône, du venin d'un cône australien, marin australien. Il est effectivement efficace pour contrôler des douleurs neuropathiques, mais des douleurs sévères. Et en France, il est donné en soins palliatifs, uniquement en milieu hospitalier, sous contrôle, et uniquement dans des cas extrêmes, pour essayer de diminuer des douleurs, mais son utilisation est très limitée. À côté de ces traitements pharmacologiques, on a des traitements non pharmacologiques, par exemple des neurostimulations externes, cutanées, ou bien spinales, ou bien corticales, de la chirurgie, et puis aussi, vous voyez qu'on a de la kiné, de l'acupuncture, de l'hypnose, des massages et des soins psychologiques. On retrouve ici clairement cette approche globale dont je parlais au début. Et puis, l'hypnose est quelque chose qui est maintenant très largement utilisé. L'hypnose ou la méditation en pleine conscience sont des choses très largement utilisées, notamment pour essayer de distraire l'attention du patient vers autre chose que sa douleur. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail des mécanismes, je vais aller assez vite là-dessus, mais on peut aborder évidemment les circuits spinaux. Donc, je vais passer très vite sur les circuits spinaux qu'on a mis beaucoup de temps à déchiffrer parce qu'en fait, voilà l'image qu'on en avait dans les années 80. On connaissait certaines cellules, mais on ne savait pas trop comment elles étaient connectées. Dans les années 2010, voilà l'image qu'on en a, c'est-à-dire qu'on connaît mieux les cellules, mieux la nature neurochimique, excitatrice en rouge, inhibitrice en bleu. On connaît mieux leur connexion aussi. Néanmoins, ça fait un réseau qui est extrêmement complexe, dont on a du mal à comprendre les outputs, c'est-à-dire comment le message, le signal de sortie va être généré, le signal qui va être transmis vers le cerveau, comment est-ce qu'il va être généré. Pour travailler là-dessus, on va utiliser des approches telles que du traçage de circuits avec des approches nouvelles, telles que des études à grande échelle, soit sur des populations de neurones, par imagerie calcique par exemple, soit sur des grandes quantités de gènes, par des méthodes d'analyse à haut débit. On va essayer de détecter des mutations et de relier ces mutations à des modifications physiologiques de ces cellules à l'intérieur de circuits identifiés. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire d'essayer d'être de plus en plus spécifique. Je vous parlais tout à l'heure des contrôles descendants. Ce que les recherches montrent, c'est la manière dont sont organisés ces fameux circuits qui gèrent le gate control et qui vont mettre en jeu les mécanismes inhibiteurs de la moelle. En effet, dans la moelle, lorsque vous avez une stimulation douloureuse, vous mettez en jeu un système excitateur qui va se traduire par l'émission d'un message par les neurones nociceptifs, d'un message qui atteint le cerveau et qui signale la douleur. Maintenant, on peut mettre en jeu plusieurs mécanismes inhibiteurs, des mécanismes locaux dans la moelle et puis ces fameuses voies descendantes. Les mécanismes locaux, on va les mettre en jeu en activant des stimulus, en activant des fibres tactiles qui, elles, vont exercer un effet inhibiteur sur ces circuits de la douleur et donc diminuer la douleur. C'est le gate control, formalisé au début en 1965 par Melzack et Wall, même si on n'en connaissait pas la circuiterie. C'est ce que vous faites quand vous vous grattez après une piqûre de moustique ou après une brûlure. Et puis, il y a également les fameuses voies descendantes dont je parlais, qui exercent elles aussi un effet inhibiteur, un rétrocontrôle inhibiteur. Alors, ce n'est pas très simple, mais c'est globalement inhibiteur sur cette moelle. Elles peuvent être très puissantes, ces voies descendantes, puisque ici, vous avez l'exemple d'un texte qu'un marin
du Royal Sovereign à la bataille de Trafalgar, a écrit à son père après la bataille. Il lui dit, voilà, rassure-toi, je suis vivant, je suis en bonne santé, sauf que j'ai perdu 3 doigts. Et bon, ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que j'aurais pu perdre, notamment ma tête, mais par contre, j'ai aucune idée de la manière dont ces 3 doigts ont disparu. C'est-à-dire que dans le stress de la bataille, avec la volonté de survivre, de protéger son organisme tout entier, il a dû avoir une blessure qu'il n'a absolument pas ressentie parce que, encore une fois, sous l'effet du stress, les contrôles descendants qui étaient certainement activés de manière très puissante ont bloqué toute transmission de messages douloureux de manière à ce que l'énergie de l'organisme soit entièrement focalisée vers sa survie et vers ce qui importait à ce soldat pour pouvoir se tirer d'affaire à ce moment-là. Alors, c'est des textes semblables qu'on va retrouver lors de la Première Guerre mondiale, notamment, où des soldats qui ont des blessures très graves au front vont réussir à partir en marchant ou en courant, à reculer, à s'éloigner du front pour se protéger. Et c'est seulement après qu'ils vont commencer à ressentir les douleurs. Donc, ces voies descendantes sont une piste de recherche parce que si on savait les activer un peu à volonté, eh bien, on pourrait bloquer les mécanismes de sensibilisation dans la moelle. Alors, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, je suis en train de dépasser le temps. Je vais juste vous dire 2 mots sur les douleurs et comorbidités anxieuses. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on sait que lors d'une stimulation nociceptive, on a l'activation de composantes sensorielles, mais aussi de composantes affectives, et c'est l'ensemble de ces deux qui forment l'expérience douloureuse. C'est les fameuses composantes sensorio-discriminatives et l'affect négatif dont je parlais tout à l'heure. La question est de savoir, est-ce que c'est simplement associé ou est-ce qu'il y a une causalité entre ces différentes composantes? C'est-à-dire, est-ce que les émotions peuvent moduler la douleur et vice-versa? La réponse est oui. On peut le montrer de différentes manières. Ici, je vous montre un travail qui a une dizaine d'années, qui est publié dans Brain. Alors, je vous le montre parce qu'il a été fait chez l'homme d'abord, et puis il est simple à comprendre. On a pris il a un autre intérêt que je vais vous mentionner. On a pris des patients, des sujets sains, normaux, en fait, et on leur a montré des images neutres, ou bien des images terribles qui génèrent une empathie forte, des images de personnes mutilées, ou bien des images plaisantes, et en l'occurrence, c'était des images érotiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à la personne de coter sa douleur, quel est on lui fait subir un stimulus douloureux, et on lui demande d'indiquer son niveau de douleur, entre 0 et 100 ici. Mais en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer un réflexe de flexion nociceptif, c'est-à-dire qu'on a une idée de la perception douloureuse, mais aussi une idée de la transmission nociceptive. Donc, on essaye vraiment ici de distinguer, de séparer la transmission nociceptive et la perception globale de la douleur. Et vous voyez que dans les 2 cas, les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la douleur ou de la transmission nociceptive lorsqu'on applique des stimulations, lorsqu'on montre des images difficiles, et au contraire, une diminution lorsqu'on montre des images plaisantes. Donc, clairement, l'émotion ici va moduler la douleur, et pas seulement la perception, mais aussi la transmission nociceptive en périphérie. Alors, ici, je passe rapidement, mais on peut vous montrer que chez les patients avec des douleurs chroniques, on a une importante... alors, attendez, je me mélange là. On a, dans des patients qui ont des douleurs chroniques, je dis bien, on a beaucoup plus d'anxiété qui se développe. Par exemple, on en a 15% dans cette étude avec des patients sujets à des douleurs chroniques, mais ça peut monter jusqu'à 60% d'anxiété clinique, d'anxiété pathologique chez des patients atteints de douleurs chroniques. Et à l'inverse, chez des patients qui ont des désordres émotionnels, les plaintes douloureuses augmentent. Donc, je vais passer, parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de ces différentes régions. Juste un mot pour dire qu'on essaye d'avoir des modèles animaux et de mimer ces interactions émotions-douleurs chez les animaux. Donc, ici, un exemple d'un rat qui développe une anxiété naturelle. On peut montrer ici, vous voyez qu'il a un comportement différent dans ses tests.
Notamment, il va passer moins de temps dans les bras ouverts, c'est-à-dire c'est un signe d'anxiété chez les animaux. Donc clairement, il a une anxiété naturelle qui est connue chez cet animal. Eh bien, on voit que chez ces animaux, comparé à des témoins d'une autre souche, les paramètres douloureux sont également modifiés dans le sens d'une plus grande sensibilité à la douleur de ces animaux naturellement anxieux. Donc, on a ici un lien entre anxiété et douleur chez les rats. Et puis, on peut regarder l'inverse, c'est-à-dire appliquer la douleur, une douleur à des modèles animaux et mesurer leur état d'anxiété. Et on voit que lorsque ces animaux sont soumis à la douleur, eh bien, ils développent une forme d'anxiété. Donc, on a ces comorbidités qu'on peut montrer chez l'homme, mais qu'on peut également modéliser chez l'animal et ensuite essayer d'en étudier les voies et les mécanismes. Alors justement, c'est mes dernières diapositives sur les perspectives de recherche. Il y a différentes manières d'étudier les associations entre, par exemple, syndrome anxio-dépressif et douleur chronique. Vous l'avez aussi ici, une revue sur les mécanismes moléculaires de la neurobiologie de cette association entre dépression et douleur chronique. Et puis, vous avez ici, on ne va évidemment pas rentrer dans le détail, mais une espèce de snapshot de l'état de la connaissance qui vous montre que dans toutes ces régions dont on a déjà parlé, on retrouve ici l'amygdale, le cortex insulaire, le cortex préfrontal, dont le cingulaire, on va avoir des modifications neurochimiques ou bien même globales au niveau des populations de cellules gliales ou neuronales, des modifications neurochimiques de différents facteurs dont certains parmi eux pourraient peut-être constituer des cibles intéressantes pour mettre en place de nouveaux traitements. Ce seraient aussi des traitements qui cibleraient non seulement la douleur, mais aussi des pathologies émotionnelles associées. Et puis, lorsqu'on étudie en détail les circuits, voilà un travail publié dans Nature en 2020, l'année dernière, qui étudie les voies ascendantes vers le noyau parabrachial et qui montre qu'en fait, il y a deux voies parallèles depuis la moelle épinière. L'une qui est responsable de la transmission d'un signal nociceptif, c'est la voie qui est ici en rouge, et puis une autre qui est représentée ici en vert et qui, elle, est responsable du toucher affectif et notamment de la valence positive ou négative qu'on associe à la sensibilité. En fait, c'est probablement l'association de la stimulation conjointe de ces deux voies qui va permettre de transmettre un signal nociceptif et en même temps d'y associer une valence négative pour que finalement on ait un peu les deux voies dont je parlais tout à l'heure, la voie sensoridiscriminative et la voie émotionnelle, qui peuvent partir en parallèle depuis la moelle épinière et qui ensuite vont toucher différentes régions du cerveau et permettre de générer cette expérience douloureuse qui est une expérience globale à la fin. Donc clairement, les études s'orientent vers la dissection fine de ces voies, essayer de séparer des voies, d'identifier les symptômes douloureux très fins dont ces voies sont responsables, la manière dont ces voies sont régulées, notamment à travers des circuiteries locales, des microcircuiteries locales, et puis ensuite essayer d'identifier des marqueurs spécifiques, vous en avez ici, qui sont indiqués, pour essayer d'aller agir sur des cibles potentielles pour traiter les différentes composantes de la douleur, mais aussi des mécanismes qui pourraient sous-tendre à la fois la douleur et des comorbidités. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse d'avoir largement dépassé le temps. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est très bien. On reste dans le timing, c'est bien. Et puis, non, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Marc Landry. Donc voilà, on a fait les deux interventions. Maintenant, on va pouvoir passer à... Il y a des questions sur le chat. Clément Billot, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Peut-être on peut arrêter le partage d'écran de Marc. Oui, est-ce que Marc, vous pouvez... Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, on se voit Coucou. tous. Merci. Voilà, ok.
Donc, on va commencer par les questions pour Clément et ensuite, on poursuivra avec celle de Marc Landry. On va essayer de terminer pour 10h15, mais après, on n'est pas pressé. C'est pour essayer de respecter un certain temps. Alors, pour Clément, une première question. Alors déjà, il y a quelqu'un sur le chat qui a demandé est-ce que tu remettes une diapo sur la méthodologie. Oui, j'ai vu passer C'est toujours ça. là. Donc, on peut la mettre en fond en attendant. Partager. Et la méthode, c'était celle-ci, Ouais, j'imagine. ouais, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Voilà, donc on peut la mettre en fond en attendant. Puis s'il y a une question qui se pose, on surveille. Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'une douleur liée à un mécanisme ischémique et concernant le tissu nerveux est une douleur neuropathique? Alors, je crois que c'est par rapport à ton exemple sur le canal carpien. Voilà, il me semble que l'un des mécanismes de la douleur neuropathique est justement la compression du nerf, comme le canal carpien pris dans l'exemple, ou l'étirement. Alors, quelle est la distinction, je pense, entre le mécanisme neuropathique et nociceptif sur le nerf? Je pense que c'est ça le sens de la question. Ouais. En fait, on peut voir, ça n'a pas vraiment été décrit comme ça a été décrit comme des cases un petit peu à part. On peut voir dans le cas d'un canal carpien, une espèce de continuum entre ces douleurs-là. On peut vraiment imaginer qu'initialement, ce soit une douleur plutôt ischémique, nociceptive, et que à force de répétition, ça s'aggrave, ça s'empire, et donc que le caractère nociceptif de la douleur devienne plutôt neuropathique. En fait, d'un point de vue clinique, d'un point de vue pratique, ce qui est décrit, c'est vraiment la qualité décrite par le patient, la qualité de la douleur. C'est-à-dire que si c'est une douleur un petit peu vague, un petit peu diffuse, assez profonde, on va la qualifier de nociceptive. Et si elle a son caractère de fourmillement, de picotement, d'éclair, lancinante, on va plutôt la qualifier de neuropathique. Et le test de choix pour ça, qui est traduit en français, c'est le DN4 qui va vraiment te permettre d'identifier ou d'exclure le côté neuropathique d'une douleur et de le qualifier de nociceptif. Donc, les deux mécanismes, le mécanisme d'ischémie peut aboutir aux deux, je pense, ce que j'aurais tendance à répondre. C'est juste qu'on peut voir si la qualité nociceptive, c'est moins grave, ou peut-être plus récent, plus précoce que si le caractère est neuropathique. Mais en tout cas, c'est le DN4 qui va trancher pour ce côté-là de la douleur. Puis on peut imaginer que les mécanismes derrière sont un petit peu différents, mais d'un point de vue pratique, c'est plutôt la qualité décrite par le patient qui va faire la différence. Oui, voilà, au final, c'est pas parce qu'un nerf est impliqué que c'est forcément une douleur neuropathique. On pourrait très bien avoir de la nociception en appliquant un nerf. Et puis, on peut très bien avoir les deux. Hein. Avoir les deux, très, voilà, très bien ça peut être mixte. C'est vraiment pile dans le thème de ta conférence, de ta présentation. C'est qu'on ne peut pas mettre dans une case, ça peut être mixte. Et donc, ce qui va faire la différence, on le fait plus facilement avec l'examen, l'entretien, enfin, en discutant avec notre patient et en utilisant des scores. Là, c'est vraiment la discussion qui va nous permettre de trier. Et si on a encore un doute, c'est le DN4. Ok. Bon, je pense qui est traduit et validé en français. Ouais. Donc, oui, il y a aussi un autre score qui s'appelle le LONS, je crois aussi en... Je ne sais plus s'il est en français. Il est en anglais, mais bon, après, celui qu'on utilise plutôt en France, c'est le DN4, effectivement. Qui est très simple. Hein. Il y a 10 items dans la Ouais. version étendue, il en faut 7 et c'est neuropathique. Et en fait, les questions, c'est est-ce que vous sentez des fourmillements, des picotements, une sensation électrique? Et c'est oui ou non, oui ou non. Et s'il y en a, je crois, plus de 7, plus de 6, c'est neuropathique. Ok, très bien. Bah, je pense que c'est bon pour cette question. Alors, si je manque rien, alors, quelle est l'importance, selon toi, des données issues de l'anamnèse